est surendetté, nos politiciens sont des lâches, du coup on arrive en répression financière, du coup Bitcoin va passer à travers le plafond. Parce que dans un environnement de répression financière, c'est un instrument financier qui a des qualités incroyables. L'interventionnisme politique, c'est comme la cocaïne, hein. C'est le seul produit dont l'offre crée sa propre demande. Parce que finalement, l'intervention, c'est quoi? C'est prendre Apple pour donner à Jacques. Donc une fois que vous avez pris Apple pour donner à Jacques, il y a Émile qui vient gueuler. Moi, je peux expliquer Bitcoin autant que je veux toute la journée. Je pourrais pas accélérer l'adoption autant que l'État français en prenant des mesures pareilles. Notre meilleure équipe de commerciaux et de marketing, elle est à l'Élysée, hein. S'il vous plaît, si quelqu'un à la Banque de France, à Bercy, au ministère de l'économie, à l'Élysée regarde cette vidéo, est-ce que vous pourriez interdire Bitcoin très rapidement? Ça nous rendrait service. Théo, j'ai une question. Quand est-ce que la répression financière arrive pour nous? Quand est-ce qu'ils vont venir pour nos bitcoins? Elle est déjà là, en fait, la répression financière. Et en fait, ça dépend comment on entend le terme. Souvent, quand on dit répression financière, la plupart des gens, ils s'imaginent ça. C'est-à-dire, est-ce que vous cachez des hardware wallets sous ce floorboard, pour reprendre le mème de Hans Landa. Mais en réalité, la définition économique de la répression financière, c'est lorsque les taux sur le bond market, en tout cas des instruments de dette les plus liquides, sont inférieurs, lorsque les taux réels sont négatifs. Donc les taux nominaux, moins l'inflation, sont en dessous de zéro. Et pourquoi on appelle ça de la répression financière? Parce que... Faudra qu'on revienne là-dessus, hein, parce que c'est quand même un des points les plus importants de ton explication dans tes articles. Ouais, c'est bien pas sûr. Si simple à comprendre. Mais en fait, pourquoi on appelle ça répression financière du coup? Parce que donc ces investissements-là correspondent à l'épargne à long terme des populations dans nos économies. Et lorsqu'on dit à l'épargnant de long terme, donc les retraites, ce genre de choses-là, tu vas avoir un rendement inférieur à l'inflation, donc à l'augmentation du coût de la vie. En gros, ce qu'on lui dit, c'est qu'en termes réels, tu perds de l'argent. Donc, il y a un historien de l'économie que j'aime beaucoup qui s'appelle Russell Napier, qui est irlandais d'origine mais qui vit en Écosse, et qui appelle ça stealing old people's money slowly. C'est peut-être plumer le loi sans la faire crier, quoi. C'est en gros comment voler l'épargne des gens, mais lentement, pour pas qu'ils s'en rendent compte. Tu vois, on leur prend 2% chaque année, de manière très indirecte, et comme ça, ils s'en rendent pas trop compte. Et effectivement, c'est pour ça que je dis que ça fait longtemps qu'on est en répression financière en réalité, parce que quand on regarde les taux réels, donc vous prenez les taux directeurs des banques centrales par exemple, vous enlevez à ça le CPI, ça va vous donner une autre courbe. Le CPI, l'indice des prix à la consommation. Okay, donc la manière dont les États mesurent l'inflation, qui est une mesure complètement imparfaite, on est d'accord, et qui consiste en gros à déterminer un panier type de consommation, donc le panier supermarché de la ménagère, quoi, on va dire, et assigner des poids à chacun des éléments du panier qui représentent la part dans la consommation des ménages, donc la part des dépenses pour l'énergie, pour l'alimentation, pour les sorties, voilà, et à regarder tous les mois, toutes les semaines, etc., comment le prix de ce panier évolue. Alors, c'est une mesure qui est très critiquable et on peut la critiquer de plein de manières, mais vu que c'est celle qui est utilisée, en tout cas dans la sphère financière, pour mesurer l'inflation, en fait, les marchés financiers réagissent à ça. Et donc, ça fait déjà, depuis en gros la crise de 2008, quasiment, que on avait avant des taux à zéro, quasiment, ou alors 1%, 2% péniblement, et on avait le CPI qui était à 1%, 2%, à peu près aussi. Donc ça vous fait un taux réel à 0, parfois moins 0,5. En Allemagne, on est allé jusqu'à... on est allé je crois que on est allé jusqu'à moins 5 à un moment donné. Donc en termes, si on admet que l'indice des prix à la consommation est une mesure correcte de l'inflation, ce qui est faux, mais admettons, ça veut dire que vous perdez 5% en fait de votre pouvoir d'achat par an en ayant de l'épargne à long terme. Taxation record. Nous sommes numéro 1 du monde
en termes de pression fiscale. Inflation galopante. En 2 ans, les produits de grande consommation ont augmenté en moyenne de 21%. Logement hors de prix. Les prix de l'immobilier ont triplé ces dernières années. Corruption généralisée. Désindustrialisation. Effondrement des services publics. Et certaines dépenses de santé seront moins bien prises en charge. Surveillance de masse et contrôle social. La loi sur les Jeux Olympiques autorise désormais que des centaines de caméras soient reliées à un logiciel d'intelligence artificielle. L'État est en faillite et il vient pour votre argent. Il est temps d'épargner dans une monnaie qu'ils ne peuvent ni imprimer ni saisir. Depuis 2013, Bull Bitcoin s'attaque à la racine du problème, le système fiat. Bull Bitcoin te fournit les moyens de reprendre le contrôle de ton argent et de regagner ta liberté. Crée-toi un compte en 2 minutes sur leur plateforme et commence à épargner en Bitcoin. Si tu tiens à ton avenir, c'est maintenant qu'il faut agir. Quand ils viendront prendre tes actifs ou renflouer leur Ponzi, il sera trop tard. Utilise le lien en description et profite de 25% de réduction sur les frais d'achat et de vente à vie. Numéro 1 du monde, vous vous rendez compte? Et en fait, la répression financière, c'est un régime macroéconomique dans lequel on arrive à différentes périodes dans l'histoire. Il y en a eu, par exemple, au sortir de la Seconde Guerre mondiale dans les pays occidentaux. Et en réalité, en général, ça arrive lorsqu'il y a trop de dettes et que le gouvernement... En fait, les gouvernements n'ont pas trop d'autres moyens pour se débarrasser de l'excès de dette. Parce qu'en gros, quand vous êtes surendetté, vous avez 5 moyens de sortir du surendettement. Soit une augmentation durable et importante de la croissance, ce qui intervient en général lorsque vous avez des technologies qui vont transformer complètement l'économie, donc l'invention du moteur explosion, de choses qui vont faire qu'on va construire des routes, qu'on va construire... Donc là, vous avez énormément d'investissements, énormément de productivité, énormément de croissance, donc vous pouvez rembourser les dettes avec de la valeur réelle, parce que vous faites plus avec moins, et donc l'économie génère suffisamment de surplus, l'État taxe ses surplus, et donc il arrive à sortir de l'ornière fiscale, il arrive à soutenir ses déficits, à soutenir sa dette comme ça. Deuxième possibilité, c'est vous faites défaut. C'est ce qu'a fait l'Argentine un certain nombre de fois, c'est ce qu'ont fait certains pays. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, vous tapez le FMI, plus personne ne veut commercer avec vous. Enfin, en général, c'est une solution en dernier recours et on fait défaut quand on n'a pas le choix et que tous les autres expédients ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où tu fais défaut pour ta population? Genre, moi, épargnant, qui a un peu d'argent sur mon livret A et tout, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as plus rien. Ok. Parce que, en fait, ta monnaie est plus acceptée par personne, ton économie s'écroule et... Ah bah si tu fais défaut sur ta dette, déjà t'as plus de système bancaire, parce que tout le capital qui assoit le système bancaire, c'est de la dette étatique. Donc t'as plus de système bancaire, t'as plus de système de retraite, t'as plus en général de système de redistribution sociale. Les fonctionnaires sont plus payés si t'as fait défaut sur ta dette, donc tu peux plus lever de dette, tu peux plus payer les fonctionnaires. Donc soit tu les payes en imprimant du fric, donc ce qu'ont fait les Allemands par exemple durant la période de Weimar, mais ça dure pas très longtemps en général, parce que tu pars en hyperinflation très vite. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'on restructure ta dette. C'est pour ça que le FMI vient chez toi, si t'as fait défaut, donc t'as dit à tes créanciers, bah je peux pas vous payer. Et donc le FMI, dont c'est la fonction, arrive chez toi et dit bon bah on va réorganiser ton économie, frérot, pour que tu puisses arriver à payer tes dettes, et puis on va négocier un peu avec les créanciers, peut-être pour qu'ils échelonnent dans le temps. On se fait une rallonge de 30, voilà, 40 c'est ça, ans, c'est ce qui est arrivé au Mexique par exemple dans les années 80. Donc c'est pas une situation désirable. Hein. Et en général, on en arrive rarement jusqu'au défaut. L'autre possibilité, c'est l'inflation, voire l'hyperinflation. Le seul problème, c'est qu'une fois que vous avez laissé l'inflation courir, parce qu'effectivement, l'inflation, c'est bien pour rembourser les dettes vite, parce que si vous avez emprunté à 3%, 2%, comme l'a fait la France pendant 20 ans, et que vous avez pu le faire justement parce qu'il y avait 1% d'inflation selon l'indice des prix à la consommation, donc l'épargnant était OK d'être payé 3%, si vous maintenez l'inflation à 10% pendant 10-15 ans, so far so good, parce que ça veut dire que les revenus de l'économie, de manière générale, augmentent de 10% par an, donc les revenus issus de la taxation augmentent eux aussi de 10% par an, et la charge de vos intérêts augmente que de 3% par an. Même si vous avez un stock de dette qui est plus de 100% du PIB, mettons que vous avez, comme la France, on va dire, allez, 150% de dette sur PIB, c'est un peu surévalué, mais admettons, vous avez 4,5% du PIB qui part en remboursement de la dette si vous avez un taux moyen d'intérêt à 3%. Mais si les revenus fiscaux augmentent de 10% par an parce que vous avez 10% d'inflation, vous allez rembourser plus vite que les intérêts de la dette ne s'accumulent. Tu comprends? Et donc ça, c'est la troisième possibilité.
Quatrième possibilité, du coup, c'est Parce qu'on a vu innovation technologique, on a vu inflation, croissance, inflation, défaut, Great Reset. croissance, inflation, défaut. On va dire qu'il y en a 4. Le 5e, je vais le retrouver, mais j'y arriverai pas là. Et la dernière, c'est la répression financière. En fait, la répression financière, c'est un peu comme l'inflation. C'est-à-dire que le truc, par exemple, parce que si vous remboursez les dettes par inflation ou l'hyperinflation, en général, vous le faites vite. C'est-à-dire que vous laissez courir l'inflation très vite pendant pas très longtemps. La répression financière, c'est plus, on va avoir 5% d'inflation, mais par contre, on va caper les taux nominaux à 3%. Et en fait, pour ça, il faut une intervention des autorités monétaires, que ce soit des banques centrales ou des gouvernements, parce que l'épargnant, si lui, il y a 5% d'inflation et que l'INSEE lui dit qu'il y a 5% d'inflation, il va pas accepter d'acheter de la dette française à 3%. Et quand je dis épargnant, ça peut être AXA qui investit l'épargne des assurances vie françaises, au même titre que le fonds souverain norvégien ou Elon Musk. Hein. C'est complètement indiscriminé. Mais les prêteurs, les gens qui vont prêter à la France, ils vont pas accepter de prêter en euros s'il y a 5% d'inflation dans la zone euro et que la France leur propose de leur donner 3% de rendement par an. Et donc en fait, pour arriver... Et quand tu expliques ce schéma-là où... tu as une inflation qui est supérieure à ce à quoi on te prête à 3 ou à 4, mais l'inflation est à 5. Comment, même si la personne, l'investisseur, il se dit, bon, c'est pas rentable, mais vers quoi d'autre il peut se tourner, en fait? C'est qu'il va se remettre à aller vers une entreprise, lui prêter de l'argent pour plus cher, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, par exemple, le truc, c'est que, donc, les taux d'emprunt des États, les taux souverains, parce qu'on considère que c'est l'entité qui a le moins de risque de faillite dans l'économie, parce qu'elle peut imprimer le fric avec lequel elle vous rembourse, sont considérés les taux sans risque. C'est une appellation horrible, mais vous avez compris l'idée. Et en fait, tous les autres agents économiques, on peut décomposer le taux auquel ils empruntent comme ce taux-là, plus un premium qui correspond au risque idiosyncratique, au risque particulier qu'il représente. Donc, par exemple, Renault aujourd'hui emprunte à, 10-12%, l'État français à 3%. Pourquoi ? Parce qu'on considère que, en gros, pour compenser le risque supplémentaire de Renault qui fait faillite, qui perd des revenus, qui va devoir restructurer sa dette, qui va avoir du mal à se refinancer pour vous rembourser, etc., bah, c'est 8%, 9% de plus. Et en fait, et on voit bien en fonction de comment vous utilisez votre dette, du type d'instrument financier, on voit très bien, par exemple, Sailor, là, il vient d'annoncer qu'il levait 750 millions ou 800 millions en convertible notes à 0,62%. Donc, actuellement, il emprunte pour moins cher que l'État américain. Et c'est pas qu'en fait MicroStrategy a moins de risques, c'est juste que le marché dit bah oui, mais s'il achète des bitcoins avec et qui de toute manière il a déjà beaucoup plus de bitcoins qu'il a de dettes, il est super capitalisé, etc., etc. Donc et en plus c'est des dettes convertibles, donc c'est-à-dire que arrivé à l'échéance de la dette, si le porteur de la dette il peut choisir d'obtenir des actions MicroStrategy avec un premium à la place du cash. Donc en fait le gars est prêt à sacrifier le rendement que va rapporter la dette sous forme de coupons d'intérêt. Donc il est prêt à prêter à 0,62 alors qu'il pourrait prêter à l'État américain à 5, parce que il se dit il vaut mieux que j'ai des shares MicroStrategy grâce à cette conversion avec un premium de 30 ou 40% quand la dette sera arrivée à maturité d'ici 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc du coup, tu peux avec ton capital, t'es pas obligé de prêter à l'État, mais les États pour se financer depuis longtemps créent des mécanismes qui va flécher l'épargne vers la dette publique. Donc par exemple, les banques et les assurances en France, elles détiennent environ 17-18% de la dette française aujourd'hui, pas parce qu'elles ont envie, parce qu'elles sont obligatoires, parce qu'il y a des ratios réglementaires qui font que, puisqu'on considère que c'est un actif sans risque, en fait, les autorités qui encadrent l'activité d'investissement, l'activité bancaire, etc., disent « vous devez garder une partie des éléments de votre bilan sous forme de dette souveraine parce qu'on considère que c'est très liquide, c'est pas risqué, etc., etc. » Et c'est une manière détournée, en fait, de financer l'État. Parce que vous avez d'un côté le consommateur, le particulier qui a son épargne, il a une incitation fiscale à la mettre dans une assurance vie, vous laissez votre argent pendant 8 ans, il est exonéré d'impôts, etc., etc. Enfin, les plus-values sont exonérées d'impôts. Et donc, on l'incite à mettre cet argent dans ces véhicules-là. Et ensuite, on prend le gars qui gère le véhicule, l'assureur ici, et on lui dit Coco, ton business est très dangereux, donc faut que tu achètes ma dette.
Donc c'est une parfaite arnaque, hein. Mais ça marche bien. Et du coup, donc si on regarde par exemple la dette française aujourd'hui, comment elle est détenue, c'est 17% la BCE, 17-18% les banques et les assurances françaises, 50% des entités étrangères, fonds de pension, fonds souverains, hedge funds, etc., etc. Mais eux, qui les oblige à acheter de la dette française? Personne. Ok. Pourquoi ils le font alors si c'est pas rentable et qu'il n'y a pas d'intérêt? Alors, parce que c'est une bonne question. Parce que même si c'est pas rentable, c'est un instrument qui est très utile aussi. Parce que donc j'en reviens à mon explication, mais tu vas voir, tout est lié. Vas-y. Si on prend les banques en elles-mêmes, qui sont particulières parce qu'elles créent la monnaie par le crédit, les banques, elles ont ce qu'on appelle des ratios de réserve obligatoires. C'est-à-dire que lorsqu'elles effectuent un prêt à quelqu'un, ou lorsqu'elles elles font rentrer quelque chose sur leur bilan, elles ont l'obligation de devoir mettre une garantie en face. Et en fonction de ce qu'elles font rentrer sur ce bilan-là, on va définir quel est le montant de garantie qu'elles doivent mettre en face. Et les règles qui encadrent, c'est ce qu'on appelle les ratios prudentiels, ce qu'on appelle les règles de Bâle, qui encadrent ça à l'échelle du système bancaire international, qui sont des législations qui sont écrites par les banquiers eux-mêmes. En fait, ce qu'elles disent, c'est l'or, par exemple, c'est très très dangereux. Donc, si une banque achète de l'or, il faut qu'elle garde 25 ou 50% de réserve en face. Et donc, c'est un coût pour la banque, parce que c'est une immobilisation de cash qui est complètement improductive, qui lui rapporte rien, qu'elle doit garder et qu'elle ne peut pas utiliser pour faire autre chose. Si vous achetez de la dette souveraine, 0%. Et donc, en fait, à toute fin pratique, acheter de la dette pour une banque, elle le fait à crédit. Et donc, de la même manière, si vous voulez emprunter de l'argent et que vous ramenez avec un OAT, un titre de dette française, on va vous prêter avec une TVL incroyable, avec des conditions hyper favorables, parce que pour le banquier, il n'y a aucune immobilisation de capital derrière. Ok, donc tu es en train de me dire que pour eux, détenir de l'or, c'est plus risqué que de détenir de la dette d'un État. C'est comme ça que les règles sont faites, en tout cas. Et donc, en fait, détenir des actions, c'est plus risqué. En fait, l'ordre, c'est l'or, les actions, machin, etc. Et par exemple, les crédits immobiliers, parce qu'on considère qu'il y a un bien immobilier en face et que la pierre c'est stable, machin, toutes ces conneries. Pareil, surtout lorsque vous structurez tout ça dans des produits financiers plus complexes, de dette de ce qu'on appelle les mortgage-backed securities en anglais, donc les crédits hypothécaires structurés. Vous avez pas besoin de garder des réserves en face. Et donc c'est pour ça que les banques accordent très volontiers des prêts immobiliers, parce qu'en fait tout le mécanisme de titrisation derrière fait qu'elles vont pouvoir se débarrasser du risque, qu'elles vont avoir très peu de contraintes pour garder ça à leur bilan, du coup très peu de coûts, donc c'est good business pour elles. Alors que par contre si vous voulez créer un cirque, vous avez besoin d'un prêt, ou que vous voulez obtenir un prêt en collatéralisant de l'or, ou des actions, ce qu'on appelle un prêt lombard, ou du bitcoin, encore pire, là les règles de Bâle, elles vous disent non, ça c'est très risqué, très dangereux, donc on va demander à la banque d'avoir 5, 10, 20, 25, 200, 250% de la valeur du prêt en actif pour garantir cette valeur, parce qu'on considère qu'il y a un risque que l'emprunteur fasse faillite, et donc il faut qu'elle ait suffisamment de fonds propres constitués dans des éléments suffisamment sûrs, suffisamment liquides, pour pouvoir se renflouer elle-même, sans que la puissance publique ait besoin de le faire, au cas où il y a un problème. Vous savez bien qu'en réalité, ça se passe pas comme ça, mais c'est comme ça que les règles du jeu sont faites. Ok, et donc comme ça, là, t'expliques aussi la crise de 2008 et comment, en fait, en mettant des motivations à conserver des crédits hypothécaires, puis après, avec tout le système de restructuration, la banque était gagnant 10 fois, quoi. En fait, elle le garde, après, elle est capable d'emprunter plus, d'en reprendre, puis en même temps, elle est payée pour, parce que c'est un emprunt qu'elle rachète. En fait, je pense que ce qui fait, par rapport à ce que je viens de dire, ce qu'on peut lier à 2008, c'est la crise de 2008, c'est le désalignement des incitations de tous les agents qui étaient intégrés dans la chaîne d'initiation, de titrisation et de commercialisation du crédit. Et si vous avez vu par exemple The Big Short, le film inspiré à partir du livre de Michael Lewis sur Michael Burry et ce qui s'est passé dans un très bon film qui explique bien ce qui s'est passé pendant la crise, vous avez cette scène à un moment donné où les gars du fond là, dont j'ai oublié le nom, ils partent en Floride et ils vont parler à des brokers. Donc aux États-Unis, c'est pas exactement comme, enfin si, c'est un peu comme en France en fait. Vous avez des courtiers qui vont vous fournir des prêts. Et ils disent non mais
moi je fais que des ninja loans, donc no income, no jobs, donc je prête à des Mexicains immigrés qui ont pas de revenus, ils sont pas solvables, et il dit et les mecs se vendent de ça, ils expliquent comme ça qu'ils font leur commission. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils disent mais la banque s'en fout parce que moi je lui file le prêt, elle sait que c'est un prêt de merde, mais je lui file à 11h et à 14h, il a déjà été en fait déplacé sur un autre balance sheet d'une entité en général structurée exprès pour faire ça, de manière avec plein d'autres prêts immobiliers, de manière qui vont être packagés dans un autre produit financier. Et parce que on a mis plein de produits immobiliers différents, donc de l'immobilier de Floride, d'Irlande, du Massachusetts, etc., avec des profils d'emprunteurs différents, des maturités différentes, des structurations de prêts différentes, etc., etc. On va considérer statistiquement, ce qui est une erreur statistique énorme, parce que tous ces marchés sont pas indépendants les uns des autres. Ils sont fortement corrélés. Voilà, mais on part du principe en finance de marché, en tout cas ce qu'on a fait préalablement en 2008 et qu'on continue à faire, que toutes ces variables sont indépendantes, et donc si on calcule le risque du produit d'ensemble, c'est-à-dire le risque que tous ces gens-là fassent défaut en même temps, on considère qu'il est complètement nul. Et en fait, le problème du coup qu'on a eu en 2008, c'est que parce que on a ces règles qui créent des incentives perverses dans le système où finalement le courtier ne regarde même pas la solvabilité de la personne qui demande le prêt. La banque qui reçoit le prêt ne se demande même pas en fait si c'est une bonne chose de faire des prêts hypothécaires à tour de bras parce que de toute manière, elle ne va pas en supporter le risque. Ça va être packagé dans un produit qui va être revendu à un investisseur en bout de course. Encore une fois, un gros allocateur d'épargne, donc des gens qui gèrent des fonds de pension, des assurances vie, des choses comme ça, un fonds souverain. En définitive, personne en fait les incentives sont mal alignés quoi, c'est-à-dire que ce que chacun fait pour poursuivre son intérêt personnel crée une situation globale pour l'ensemble du marché qui est complètement indésirable puisque ça crée une bulle, parce que du coup ça corrèle tous ces actifs ensemble. Parce que le jour où il y en a un qui commence à faire défaut, il rend les clés de sa baraque, parce que de toute façon, le gars, il avait pas de revenus à la base. Donc, la banque, elle se retrouve avec une baraque qu'elle va devoir vendre, parce que la maison à côté de chez moi, elle est en vente, du coup, la mienne, elle vaut moins cher. Le quartier commence à devenir désertique. Et en fait, petit à petit, le gars qui a vendu sa baraque, il est à la rue, donc il a aussi moins de revenus, il a plus de difficultés à trouver un job. Donc, en fait, tout ça est lié dans l'économie. Et donc, vous avez tous les marchés qui vont s'entraîner eux-mêmes. Puis la banque, elle est en galère, donc elle licence des gens, et puis elle va revendre des produits. Et donc, du coup, les marchés financiers baissent, et donc, du coup, les revenus de l'impôt baissent, les revenus perçus par l'État baissent. Donc, en fait, tout ça est complètement intégré. Il n'y a pas de variable indépendante dans l'économie, c'est complètement débile. Et donc, vous avez un effet domino qui fait que ce qui au début aurait été par exemple une crise localisée de l'immobilier, je sais pas, on va dire en Louisiane parce qu'il y a eu un ouragan ou quelque chose comme ça, ça peut se transformer en une crise nationale, quoi, une crise financière mondiale qui va toucher les marchés de liquidités comme ça a été le cas en 2008, 2009, etc., etc. Bref, fin de la parenthèse. Le point initial, c'était de dire que, en gros, la répression financière, c'est la seule manière qu'ont les gouvernements de gérer le surendettement, tout en restant lâches. Parce que vous pouvez aussi dire aux gens, ah oui, voilà, la dernière manière de régler le problème de surendettement, c'est l'austérité. C'est dire, on va dépenser moins. T'es passé par-dessus le... Ouais. Et c'est ce qui va se passer en France là, par exemple. C'est ce que l'Europe va nous imposer parce qu'on est en situation de surendettement et de déficit chronique en France. On n'est plus du tout dans les critères de Maastricht. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi, que Emmanuel Macron a choisi Monsieur Barnier comme président parce que c'est un gars qui sait négocier face aux représentants européens. Et en fait, ce que l'Europe va nous imposer, c'est l'austérité. Ce qu'ils ont imposé à la Grèce durant la crise des dettes européennes entre 2010 et 2014. Ce qui consiste à dire, en fait, vous allez dépenser moins que ce que vous taxez, vous l'État. Donc, faut virer des fonctionnaires, faut limiter les dépenses publiques, etc., etc. Ce qui vient avec des conséquences sociales, parce qu'on dit on réduit entre guillemets le filet de sécurité sociale, on va réduire les dépenses publiques, etc., etc. Donc, à court terme, c'est pas agréable, mais en même temps, faut aussi qu'on paye nos dettes, parce qu'encore une fois, le défaut n'est pas possible, l'hyperinflation est horrible, et du coup, les gouvernements ont quasiment toujours le choix entre l'austérité ou alternativement la répression financière, c'est-à-dire, et en général ils choisissent toujours la répression financière parce que c'est une mesure de lâche, c'est-à-dire qu'on rembourse les excès passés, encore une fois en ponctionnant l'épargne à long terme de la population, en général l'épargne des retraités, petit à petit, très longuement, sur 10 ans, 15 ans, etc. Et du coup les gens s'en rendent pas trop compte parce que c'est une perte de pouvoir d'achat graduelle et qu'en général ils ont pas 3 pieds de J en macroéconomie. Et en fait, c'est beaucoup plus facile en démocratie électorale, quand vous avez besoin d'être élu, etc.,
de dire si, vous inquiétez pas, on va continuer à vous donner des allocations, on va continuer à vous distribuer le RSA, on va continuer à créer des miroirs magiques, on va continuer à jeter de l'argent pour calmer les dieux du climat, tout ce que vous voulez, quoi. Que de dire, bah non, on a trop de dettes, on a trop de déficits, et donc faut faire de l'austérité, faut encore une fois licencier des fonctionnaires, etc., etc. Ça, c'est inaudible comme discours aujourd'hui. Et en fait, quand vous êtes souverain, ce qui n'est plus vraiment le cas de la France, c'est pour ça que nous, cette austérité nous est imposée, en général, vous choisissez la répression financière. Et donc, quand on regarde le Japon, ils sont en répression financière depuis 25 ans presque. Et en fait... La répression financière, là, pour bien qu'on comprenne, c'est des taux réels qui sont négatifs. Ok. Mais est-ce que je pense que c'est quand même difficile pour les gens de capter exactement ce que ça représente. C'est... Parce que toi, dans ta vie de tous les jours, quand tu vas à la banque, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quand en fait tu vas vouloir emprunter, quand on va te faire un prêt, le taux sera trop haut? Et c'est une très bonne réflexion. Si on s'en tenait là, c'est-à-dire que si... Donc, je reprends sur ce que tu disais. Donc, on a des taux réels négatifs. Donc, encore une fois, il y a le taux nominal. Mettons, l'État français emprunte à 3% en ce moment. Et admettons, il y a 5% d'inflation. Le taux réel, c'est moins 2%. Si vous avez 5% d'inflation et vous pouvez emprunter à 3%, vous avez plutôt intérêt à emprunter. Parce que, en fait, plus le temps avance, plus c'est facile de rembourser, quoi. Parce que vous remboursez en monnaie de singe. Donc, quand vous êtes dans une situation de répression financière, ce qu'on observe systématiquement, c'est qu'il y a une politisation du crédit. C'est-à-dire que les autorités publiques commencent à prendre le contrôle du système bancaire et contraignent ou limitent de manière plus ou moins directe, plus ou moins lâche, ça dépend de où on se situe, de quel pays, quelle époque, etc. Combien de crédits on octroie, à qui, comment et pourquoi. Et notamment, par exemple, ça consiste à dire, bah, vous voulez un crédit pour acheter un appart, vous êtes primo-accédant, etc., etc., on vous le donne. Vous voulez acheter un crédit pour acheter votre 4e résidence secondaire, on va probablement pas vous le donner. Parce que, ou alors à des conditions ou à des taux beaucoup plus élevés, ou alors avec un apport de départ beaucoup plus important, à des conditions très restrictives. Parce que, en fait, justement, les autorités politiques à ce moment-là, elles ont besoin de contrôler l'inflation, donc elles ont besoin de contrôler l'émission de crédit, et en même temps, elles ont besoin d'être élues aussi. Donc elles ont besoin de garantir des promesses qu'elles ont faites, et donc la transition énergétique, on fait. Réparer les ponts et les routes, on fait. Maintenir les minima sociaux, on fait. Permettre aux gens de s'acheter un appart, on fait. Spéculer sur les marchés financiers, emprunter pour faire des LBO, emprunter pour... Des LBO? Des leverage buyout, pour racheter une entreprise par de la dette. Ok. Donc de la fusion-acquisition par de la dette, voilà. Ça, c'est des trucs, c'est pas défendable socialement. Donc, on dit c'est très dangereux et on met des règles très très compliquées qui font que du coup les acteurs financiers ils peuvent plus trop se tourner vers le banquier pour faire ça et donc ils doivent sourcer leur capital sur les marchés, etc., etc. Donc en fait, quand vous rentrez en répression financière, il y a deux choses qui arrivent. Il y a le contrôle du crédit, encore une fois parce que faut contrôler l'inflation, donc faut contrôler l'émission de monnaie. Donc par exemple, aujourd'hui, comment ça se traduit ça? Ça se traduit par des conditions favorables pour les prêts hypothécaires pour les primo-accédants. L'État qui va garantir, par exemple, certains prêts, notamment des prêts immobiliers pour les primo-accédants, par exemple le Canada et la Grande-Bretagne aujourd'hui, dans une moindre mesure la France, mais plein d'autres pays aujourd'hui. En fait, ils ont fait passer des lois depuis justement 2017, 2018, etc., depuis cette période dont je parlais dans l'article, qui vont garantir aux banques que si jamais le gamin de 25 ans qui veut s'acheter un appart à Paris dans la plus grande bulle immobilière qu'on a jamais inventée, si jamais il fait défaut, bah c'est l'État qui va payer. Et donc, comme ça, entre guillemets, on incite les banques à créer de la monnaie, à générer du crédit pour ces usages-là, auprès de cette population-là, etc., etc. Par contre, le gars qui veut créer une fonderie pour, je sais pas, faire de l'aluminium dans le nord de la France, jamais on va lui donner un centime parce que c'est polluant, parce que c'est pas dans les objectifs de croissance du gouvernement. Donc c'est juste un objectif démagogique et de prendre de l'électorat. En fait, je vais le dire différemment. Vous devez, encore une fois, le but, c'est une sorte de... Il joue aux apprentis sorciers, c'est-à-dire que le but, c'est d'essayer de maintenir un niveau d'inflation qui soit non nul,
un peu élevé pour que ça rembourse les dettes, mais pas trop élevé non plus, parce que sinon vous avez une situation de désordre social, voilà. Enfin, à partir de au-dessus de 5% d'inflation, les pays commencent à assez mal fonctionner en général. Et donc, vous essayez le sweet spot, c'est quoi? C'est 5, 6, 7, 8, un truc comme ça, tu vois. Et donc, vous essayez de maintenir l'inflation à peu près à ce niveau-là, et les taux à un certain niveau. Alors, les taux, ça se maintient bien, parce que vous pouvez imprimer du fric vous pouvez utiliser la banque centrale pour acheter vos propres titres de dette sur le bond market, vous pouvez forcer les banques à prêter à tel taux. Ça va modifier les taux. Ouais. Ok, c'est quoi le mécanisme? Alors, attends, je finis ça là-dessus et j'y viens après. Par contre, ce qui est difficile à contrôler, c'est l'inflation. Parce que pour ça, il faut contrôler en fait l'évolution de la masse monétaire d'année en année. Et vu que la monnaie est essentiellement créée par le crédit et donc par le système bancaire, c'est pas l'État qui pilote ça directement. Donc il a besoin de faire pression sur le système bancaire, à travers la loi, à travers les régulateurs qui encadrent les banques, etc., pour essayer de faire en sorte que l'évolution de la masse monétaire, elle suive son plan, entre guillemets. Et parce que du coup, on contraint la quantité de crédit, les crédits est plus alloué par le marché. C'est-à-dire que c'est plus la solvabilité de l'emprunteur, c'est plus la possibilité, la perspective de rendement qui va déterminer si le banquier va faire le crédit. Ça, c'est l'intermédiation du crédit par le marché, c'est ça. Là, c'est ce que j'appelle la politisation du crédit, c'est parce que on doit créer tant d'euros en année N, on a un stock fini à allouer, et donc on fait intervenir des bureaucrates qui, eux, ont des objectifs qui sont politiques pour allouer cette quantité de crédit. Et donc, effectivement, par exemple, en Chine, faut faire de la croissance. Et donc, on dit, on va construire des villes, on va construire des ponts, on va construire des autoroutes. Ça, c'est de la politisation du crédit. Quand on dit, par exemple, on va construire des éoliennes ou des trucs comme ça, et qu'on dit aux banques, prêtez à EDF, prêtez à Eren, prêtez à je sais pas quel acteur pour qu'ils construisent des parcs éoliens, à Total Energy et compagnie. Et derrière, la banque, la France, va se porter garante des dettes, où la banque européenne d'investissement va se porter garante des dettes, etc., etc., c'est de la politisation du crédit. En fait, on dit aux banques, vous allez créer du fric, là, à cet endroit-là, dans ces conditions-là. Et donc, pour revenir à la question que tu me posais sur les... Ouais, juste pour finir là-dessus, ça veut dire que toi, en tant qu'investisseur, épargnant, parce que tu peux être les deux quand même, t'as l'inflation, en fait, ils maintiennent une inflation, mais tu peux pas profiter de taux de crédit artificiellement bas pour t'en protéger, et donc au fur et à mesure, tu perds en pouvoir d'achat. Exactement, parce que en fait, je reviens à ce que je disais avant, si tout le monde pouvait emprunter facilement et que tu pouvais emprunter à un taux qui est inférieur à l'inflation, tout le monde emprunterait. Le problème, c'est que du coup, ça créerait plein de monnaie, et donc du coup, l'inflation augmenterait encore plus. Et donc, on arriverait en hyperinflation, parce que c'est une boucle de renforcement qui ne s'arrête pas. Okay. Plus l'inflation augmente, plus tu vas être entraîné à emprunter, plus tu vas être entraîné à emprunter, plus on crée de monnaie, plus il y a d'inflation. C'est un serpent qui se mord la queue, et ça s'accélère. Et donc, il faut stopper cette dynamique, et c'est pour ça qu'on fait l'allocation par le politburo du crédit. Donc, et en fait, c'est une socialisation de l'économie, c'est une soviétisation de l'économie quand on fait ça. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, durant les 30 Glorieuses. En fait, dans les années 40-50, à cause des dettes contractées pour payer l'effort de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, en gros, on a maintenu les taux à 3, alors que l'inflation était à 5, 6, 7. Et toute la génération de mes grands-parents, en fait, a payé l'effort de guerre. Mais sur 20 ans. Donc, ils s'en sont pas trop rendus compte, et on n'est pas parti en hyperinflation. Mais l'équation économique, c'est ça. Ouais, vas-y. Ouais, juste peut-être, en fait, ce qui est vachement dur à comprendre, le système est devenu, entre guillemets, tellement compliqué que pour un individu lambda, c'est vraiment dur à intégrer. C'est que normalement, au début, les taux, ils sont pas fixés de façon arbitraire. Non. Et ça, on a trop du mal. Et en fait, c'est tellement simple à comprendre une fois que tu comprends que normalement, s'il y a une inflation qui est, je sais pas, à 6-7%, on va dire à 7%, toi, en tant que prêteur, tu voudras jamais prêter en dessous de 7%. Et en même temps, il y aurait peut-être même pas d'inflation, mais on va dire qu'il y a de l'inflation. Toi, tu veux pas prêter à un montant inférieur. Mais là, on se retrouve dans un système où c'est possible parce qu'on change les règles. Et regarde, en fait, les taux d'intérêt, tu peux le décomposer en 3 trucs. T'as le risque, ce dont on parlait avant, la différence entre le taux auquel emprunte l'État français ou Renault. Tu as l'inflation, parce que comme tu le disais, l'investisseur rationnel, le prêteur rationnel, il veut préserver son pouvoir d'achat dans le temps. Donc, si l'inflation est à 1%, il va demander minimum 1% de rentabilité, parce que sinon, l'ensemble, une fois qu'il sera remboursé, même avec les intérêts qu'il a obtenus, en pouvoir d'achat réel, il aura moins que ce qu'il a prêté à la base. Ok ? Donc,
le risque, l'inflation et la préférence temporelle. Donc ça, c'est le truc des Autrichiens, c'est vraiment comment je valorise le futur par rapport au passé. Donc ça, c'est vraiment subjectif. Donc si j'ai beaucoup d'épargne, si j'ai pas besoin d'argent tout de suite, etc., j'ai en général des préférences temporelles assez basses, et donc je vais demander un taux d'intérêt relativement plus bas que si j'ai très peu de capital à disposition, que j'ai beaucoup de besoins, que j'ai beaucoup de dépenses, et que donc du coup, là, si quelqu'un veut que je lui prête ces ressources assez limitées que j'ai, et dont moi j'ai besoin, si je lui prête, c'est que je vais peut-être lui demander quelque chose de très important comme taux d'intérêt, parce que sinon ça vaut pas le coup pour moi. Donc peut-être s'il me propose 15, 20, 25%, je vais réfléchir, mais sinon moi j'ai besoin de cet argent pour faire autre chose. Et donc on peut regarder les taux comme ça. Et les préférences temporelles, vous pouvez pas vraiment agir dessus, parce que c'est, encore une fois, ça c'est l'action humaine. L'inflation, le gouvernement peut essayer de la contrôler, parce qu'il peut contrôler la presse imprimée, qui en fait est décentralisée, hein, c'est-à-dire il peut contrôler les déficits, il peut contrôler la banque centrale, il peut contrôler plus ou moins directement le système bancaire, etc., quitte à nationaliser les banques. Hein. Le risque, ça, il peut pas le contrôler non plus, parce que ça, le risque, il est défini sur les marchés par des allocateurs de capital, normalement, qui font des choix et qui sont plus ou moins libres et qui ont des droits de propriété, etc. Donc, c'est pas l'État qui dit Renault, c'est plus risqué que notre dette, et de 9%. C'est le marché qui dit ça, en fonction des bilans de l'entreprise, de projections, de plein de choses. Et donc, systématiquement, quand les États rentrent dans des trappes à dette, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire lorsque les intérêts sur leur dette s'accumulent plus rapidement que la croissance de leurs revenus ne leur permet de rembourser la dette, donc c'est un peu compliqué, je la refais. Si je prends le cas de la France, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, on va dire qu'on a 150% de dette sur PIB. C'est un peu moins que ça, mais si on compte correctement, c'est à peu près ça. On va dire que le coût moyen de cette dette, c'est 3%. Okay, donc ça veut dire qu'il y a 4,5% du PIB qui chaque année vient juste payer les intérêts sur la dette. Donc si j'ai envie de dire, si on prend juste 4,5% du PIB, on paye les intérêts, la dette elle reste à 150%, on rembourse rien, tu vois. Si on obtient plus de revenus, on peut rembourser un peu de la dette et donc on peut faire baisser ce ratio. Par contre, dans le cas inverse, si on récupère par exemple que 3% et qu'on a 4,5% à payer, et le 1,5% qui manque, pour le payer, il faut emprunter plus. Et donc, en fait, la dette s'accumule inexorablement jusqu'à l'infini, parce que votre capacité à la rembourser, en fait, elle augmente moins vite que la dette elle-même, parce que le coût sur le stock de dette existant augmente plus vite que vos revenus. Okay. T'as compris ? Ouais. Et donc, du coup, cette situation, c'est ce qu'on appelle une trappe à dette, et c'est une situation dont on ne peut pas sortir normalement, sauf les solutions dont on a parlé avant, tu vois, croissance énorme, inflation, machin, etc. Et la solution du lâche, c'est de dire, les marchés disent qu'il faut me prêter à 6. Non, ça va être 3. Parce que, encore une fois, je vais contrôler tout le système financier pour faire en sorte que ce soit 3. Le problème, c'est quoi ? C'est que si l'inflation est à 6 et que l'État vous dit « moi, je te file 3, toi épargnant », ton premier réflexe, c'est de prendre ton capital et de le foutre ailleurs. Donc, dans les périodes de répression financière, on a une politisation du crédit, comme je disais tout à l'heure, un contrôle du système bancaire, mais aussi un contrôle de capitaux. Parce que si tu peux avoir 6% de rentabilité réelle, par exemple aux États-Unis, et qu'en France, on me donne moins 3, tout le capital qui est en euros en France, il va vendre les euros, acheter des dollars et acheter de la dette américaine, des actions américaines, de l'immobilier aux États-Unis et que sais-je. Et donc, vous avez cet arbitrage dans les marchés de capitaux mondiaux dans le contexte de la mondialisation financière où aujourd'hui on n'a plus de contrôle de capitaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les États font un truc qui est quand même ouf, qui est la répression financière sans contrôle de capitaux, et ce qui en plus cause plein d'autres problèmes. On l'a vu avec le Japon. On l'a vu avec le Japon, etc. Et ce qui les incite petit à petit à utiliser le système bancaire aussi pour empêcher la fuite des capitaux. Donc, la première étape, c'est, entre guillemets, politisation du crédit, mais petite politisation du crédit, à la marge. On contrôle la courbe des taux, donc de manière plus ou moins lâche. Donc, par exemple, au Japon, la courbe des taux est capée. Donc, la banque centrale du Japon, elle rachète tout ce qui dépasse. En fait, dès lors qu'il y a un bon alors, pardon, je vais rétropédaler un peu. La valeur d'un bon est inversement corrélée au taux d'intérêt. Donc, plus le bond, c'est le prêt
Non, C'est le titre de dette. c'est le titre de dette. Une obligation qu'émet en français. Donc quand le l'État gouvernement. se finance, donc je prends l'exemple de l'État français, il se finance. On va dire que, par exemple, dans cet exemple-là, il va émettre de la dette à 10 ans, qui est le titre de dette, on va dire, le plus représenté dans les marchés. Et donc il émet de la dette à 10 ans, donc il émet un titre, qui est une promesse de rembourser le montant, on va dire 1 million, qu'il a emprunté, plus les intérêts. Et les intérêts sont remboursés qu'à la fin. Non, les intérêts sont remboursés chaque année, Ok. et le principal est remboursé à la fin. Ok. Et donc, après, il y a d'autres types de dettes et tout, hein, mais les plus fréquents, c'est ceux-là. Et donc, l'obligation, c'est le titre qui représente ça. Pour le gars qui l'achète, c'est un actif. Parce que c'est une promesse de recevoir du fric tous les ans, puis le principal, donc le montant qui a été prêté à la base, à la fin. Ok. Plus le taux d'intérêt est important, du fait de ce qu'on expliquait à l'heure en décomposant, machin, plus ça veut dire que le risque est important. Donc, moins l'obligation, elle vaut cher. C'est logique. Et donc, la valeur d'une obligation, si par exemple, l'obligation, elle vaut 100 le jour où l'État français, il l'émet, là, son titre à 10 ans pour emprunter 1 million, etc., et que les taux étaient à 4%, quand il passe de 4 à 2, l'obligation, elle va en général passer de 100 à 130 ou 150. Et en inversement, si elle passe de 4 à 8, si pardon, les taux passent de 4% à 8%, l'obligation qui valait peut-être 100, elle va passer peut-être à 70 ou 60. Ok ? Donc il y a cette dynamique dans les marchés obligataires. Et du coup, par exemple, le Japon qui a 250% de dette sur PIB, ce qu'ils ont fait au Japon, c'est que la banque centrale, elle a capé les taux à 1% sur le taux à 10 ans. Les titres de dette du gouvernement japonais, ce qu'on appelle les JGBs, JGB, Japanese Government Bonds, de 10 ans, ils sont capés à 1%. Et donc, comment ça se passe ça en pratique ? Dès qu'il y a un gars qui vient vendre une obligation 10 ans japonaise sur le marché, et que le prix de l'obligation reflète un taux supérieur à 1%, parce que tu as capté, il y a une relation mathématique entre les deux. En fait, plus ils vont vendre, plus plus le prix de l'obligation va baisser, plus les taux vont augmenter. Les taux augmentent. Et donc, la banque centrale, elle, ce qu'elle peut faire, c'est dire non, moi je rachète tout. C'est le racheteur de dernier secours. Exactement. Et donc, elle, dès qu'il y a un truc qui dépasse 1%, elle rachète. Et donc, vous regardez la courbe des taux japonaise depuis quelques années, là, elle est plate. Donc ça, c'est répression financière avancée. C'est là vraiment, on se cache même plus, on capte les taux, et l'inflation au Japon en ce moment, mesurée par l'indice des prix à la consommation, qui est perfectible, etc., elle est à 3 à peu près. Hein. Donc on leur sert du moins 2%, c'est garanti, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Maintenant, vous avez des formes moins avancées, où par exemple, la BCE en Europe, elle fait en sorte de racheter des titres de temps en temps, quand ça commence à sentir le sapin et que les taux augmentent un peu trop, sur, je sais pas, la dette française ou la dette italienne ou la dette grecque ou la dette espagnole, etc. Aux États-Unis, la Fed fait un peu plus ou moins la même chose et essaye de forcer un peu les banques à acheter sa dette, etc., etc. Elle est bien contente qu'il y ait des Théseurs, par exemple, qui rachètent sa dette aussi. Elle essaye de forcer ses alliés à racheter sa dette, etc., etc. Mais donc, c'est plus ou moins lâche, quoi. Et aux États-Unis, aujourd'hui, on vous sert du 5%. L'inflation, encore une fois, selon l'indice des prix à la consommation, qui encore une fois est faux, mais bon, vous avez commencé à comprendre, c'est 3%, vous avez 2% de taux réel. Donc, les États-Unis n'ont pas besoin de forcer les gens à acheter leur dette. Tout le monde a envie de l'acheter en ce moment. Par contre, en Allemagne, ça se discute. Parce que si on vous sert du 1% et qu'il y a 2-3% de croissance, 2-3% d'inflation, vous faites tondre. Et donc, l'épargnant allemand, il devrait se poser des questions. Parce que en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va se retrouver à payer pour les programmes sociaux français et italiens indirectement du fait de l'euro. Et j'avais écrit via l'inflation, via la répression financière. Et à l'époque, j'avais écrit cet article en fin 2021, avant qu'il y ait les remontées de taux. Justement, le raisonnement que je tenais dans l'article, qui est celui-là, c'est de dire, il y a encore une fois, il y a ces 5 possibilités. L'austérité, les gens qui ont envie d'être élus, ils ne la choisissent jamais. Donc, ils vont choisir la solution des lâches, qui est la répression financière. Et la répression financière, ça prend des manifestations très particulières, dont on vient de parler, comme le contrôle du crédit, la politisation du crédit, les contrôles de capitaux, plus ou moins lâches. J'y reviens. Par exemple, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus difficile de bouger de l'argent d'une monnaie à une autre, d'un pays à un autre, et notamment parce que pour le faire, vous êtes obligé de passer par un intermédiaire financier. Et c'est pas très compliqué, en fait, de créer de nouvelles législations qui font que lorsque vous allez demander à votre banquier de faire un virement depuis votre compte en banque au Crédit Agricole en euros en France vers une banque canadienne en dollars canadiens, etc.,
de vous mettre des bâtons dans les roues, d'augmenter les coûts, d'augmenter les documents qu'il va falloir fournir, la vérification, de vous demander pourquoi vous faites ça, de dire que pour certains usages, il va y avoir des pénalités, ou alors c'est interdit, ou alors il va y avoir un coût fiscal important pour vous, etc. Peu importe. De limiter votre capacité à détenir des comptes à l'étranger, de limiter votre capacité à détenir des comptes dans des devises différentes. En Turquie, par exemple, c'est interdit de détenir des devises étrangères. Parce qu'ils sont, je sais pas, à 60% d'inflation, un truc comme ça, et que l'État est obligé de lutter contre les gens qui essayent de sortir leur épargne de cette situation, qui est une forme de répression financière, mais là très avancée. Et en fait, on va arriver au même genre de logique. Et entre Bitcoin, qui n'a pas d'intermédiaire, et pour lequel vous pouvez toujours faire passer des lois pour dire oui, votre Bitcoin n'a pas le droit de traverser la frontière, etc. Mais ça veut rien dire, parce que à la fin des fins, ça reste de l'information, elle n'existe pas géographiquement dans une juridiction, etc., etc. C'est une monnaie qui contrôle pas, c'est des échanges pair à pair résistants à la censure. Et donc, ce que j'avais écrit, la conclusion de l'article que j'avais écrit, c'est que Bitcoin dans un environnement de répression financière, à mon avis, va générer un premium du fait de ses caractéristiques, de sa mobilité, sa capacité à être détenu directement tout en étant digital et donc global, international, sans frontières, etc., etc., sans intermédiaire, résistant à la censure. Toutes ces caractéristiques qui sont uniques, en fait, dans le monde financier, même les autres cryptos n'ont pas ça. Parce que si on arrive à un certain point, de toute façon, l'État américain, il peut forcer Vitalik ou Charles Hoskinson à faire n'importe quoi. Et donc, Bitcoin est complètement unique dans ce cas-là. Même l'or, du fait du fait qu'il soit physique, que ce soit compliqué à conserver, compliqué à envoyer sur de longues distances, c'est compliqué de faire passer une frontière, etc., etc. Même l'or n'a pas ces avantages-là. Et donc, Bitcoin, dans cet environnement-là, qui encore une fois est une conséquence logique de la réponse des incitations politiques à une situation de surendettement. Donc, on est surendetté, nos politiciens sont des lâches, du coup, on arrive en répression financière, du coup, Bitcoin va passer à travers le plafond, parce que dans un environnement de répression financière, c'est un instrument financier qui a des qualités incroyables. Ok, mais s'il contrôle tout, comment tu peux en acheter ? Comment le prix, tu vas te rendre compte qu'il augmente ? C'est que sûrement que tu n'auras plus vraiment accès à Binance, ou quand tu vas vouloir placer tes fonds, déjà ils vont te prendre 20% ou 30%, j'en sais rien. Et puis en plus, ça va être quoi ? C'est quand tu vas toi vouloir acheter un produit, il va être moins cher quand tu vas acheter avec Bitcoin, ou comment ça va se refléter ? Alors, c'est super intéressant comme question. Ça va être la galère, non ? C'est super intéressant comme question. T'as remarqué, depuis tout à l'heure, je fais des zooms sur des pays. Je te prends le Japon, la France, etc. Parce que la répression financière, encore une fois, ça dépend de quel État on parle. Parce que, tu vois, l'Inde, par exemple, n'est pas du tout dans une situation de surendettement. Il y aura pas de répression financière en Inde. Parce qu'ils ont suffisamment de croissance, pas beaucoup de dettes, etc., etc. Au Japon, on est déjà à un stade avancé, comme je te disais. Et en fait, ça dépend des juridictions. Maintenant, Bitcoin est un prix mondial. Il settle instantanément n'importe où sur la planète. Et donc, on a déjà eu de l'interdiction sur Bitcoin dans plein de pays. Et à chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a un premium. Pourquoi ? Parce que la price discovery, la découverte de prix, qui encore une fois ne se fait pas dans un contexte particulier, elle va se faire ailleurs. Et donc, si par exemple, comme l'a fait le Nigeria ou comme l'a fait la Chine, vous mettez des bâtons dans les roues aux gens, vous leur dites par exemple, vous créez une loi qui fait que vous n'avez plus le droit d'acheter des bitcoins, ok ? Donc vous pouvez plus venir sur Bull Bitcoin et nous envoyer un virement depuis votre compte en banque, le banquier il ne laissera pas faire. Ok ? Et bah en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, sur le marché noir, là Bitcoin il a quoi, 55 000 €. Vous faites ça maintenant, il passe à 100 000 € en France demain. Parce qu'en fait, vous avez quand même la même situation, vous avez quand même la répression financière, vous avez quand même des contrôles de capitaux, vous avez quand même une utilité à détenir du Bitcoin. Et donc, les gens vont trouver un moyen. Et donc, il y a des marchés gris qui vont se former, il y a des marchés noirs, il y a des boîtes qui vont s'interposer entre Bull Bitcoin et vous, qui, elles, sont peut-être à Singapour. Donc, vous allez dire à votre banquier, non, mais j'achète j'achète une PlayStation à Singapour, c'est pour ça que j'envoie 500 € à cette contrepartie-là. Et puis lui, sur les 500 €, il va vous prendre 10%. Et lui, il va ensuite entrer en relation avec Bull Bitcoin, il va nous acheter des bitcoins et puis il va vous les envoyer. Et l'État français peut rien faire, mais vous avez quand même payé 10 voire 20% de premium. Et puis si toi, tu as cette filière-là et que tu te rends compte que tu as des potes autour de toi qui sont prêts à payer 40% de premium, tu vas exploiter ta filière pour faire 20% d'arbitrage au milieu. En fait, dès que vous commencez à bloquer les prix comme ça, dans un monde où il y a la circulation des capitaux et dans un monde où il y a Bitcoin, vous êtes dans le grand arbitrage. Tout le monde devient un arbitrageur. Et
C'est un peu comme ce qu'il y a eu avec le pétrole et la répression qu'il y a eu Bien sur sûr, la Russie. c'est exactement ça. D'un coup, le pétrole a trouvé un autre chemin, mais on l'a juste eu avec un énorme premium, quoi. Bah, il est devenu indien. Il est devenu indien. Parce qu'il y a un intermédiaire au milieu qui fait le passe-plat, mais le pétrole, il a toujours été extrait au même endroit. Et en fait, chaque goutte de pétrole qui est extraite du sol, elle sera consommée. Et en fait, de la même manière, vous ne pourrez pas empêcher des UTXO d'être échangés. C'est pas possible. Vous pouvez pas empêcher des UTXO de se créer, de se détruire. Et donc, puisque vous pouvez pas les changer, parce que l'individu a un intérêt à détenir du Bitcoin, parce que ça lui permet de résoudre le problème qui a été causé à la base par les gouvernements, leur régulation, leur surendettement, etc. Si jamais vous contrôlez le système bancaire, vous contrôlez tout, mais que vous contrôlez pas Bitcoin, mais en fait, vous allez juste créer un premium parce que vous allez induire un coût supplémentaire pour que les gens en acquièrent. Parce que va falloir passer par un système bancaire étranger, va falloir passer par un passeur, va falloir passer par du cash, va falloir passer par le marché noir, va falloir faire des échanges pair à pair, même, je sais pas, contre du vin, contre des bagnoles, Mais les gens vont trouver une manière, en fait. Parce que ce qui est dur, je pense, à comprendre. C'est comme, tu vois, juste pour finir, Vas-y. tu vois, par exemple, je te disais, en Turquie, ils ont dit, OK, aux gens, vous n'avez pas le droit de détenir des devises étrangères. Bah, du coup, les gens, ils stackent de la lessive. Et en fait, vous pouvez pas empêcher l'action humaine. Vous pouvez pas empêcher les gens de vouloir épargner. Donc, si vous les mettez en hyperinflation, vous pouvez dire, oui, j'interdis Bitcoin, j'interdis les devises étrangères, machin. Mais au bout d'un moment, ils vont stacker des cailloux, les gars. Ils vont stacker de la lessive. N'importe quoi qui est mieux que votre shitcoin va servir de proto-monnaie. Et de la même manière, si Bitcoin est une meilleure monnaie, pas que pour des questions inflationnistes, là, parce que la répression financière, c'est en partie ça, mais il y a aussi cette question de contrôle de capitaux, etc., etc. Donc, il y a en plus un deuxième premium par-dessus. Les gens, ils trouveront une manière d'obtenir du Bitcoin. Ok. Ouais, parce que ce qui peut Tu être vois, ils dur le mineront, par exemple, sinon. Ouais, ils le mineront. Ce qui peut être dur à des mois à capter, c'est que t'es dans ta zone économique. Tu te dis, voilà, t'as cette montée de la répression. Peut-être qu'il y a même un moment où on va te bloquer la sortie du pays, on n'en sait rien. Bon, dans le cas de Bitcoin, au final, tu pourras partir sans qu'ils s'en rendent compte avec énormément d'argent sur toi, dans ta tête ou sur un bout de papier, j'en sais rien. Mais les gens se disent, attends, moi j'ai une monnaie, les commerçants autour de moi acceptent cette monnaie. Qu'est-ce que je vais commencer à essayer de changer ma monnaie contre une autre, qui est Bitcoin, on va l'accepter que c'est une monnaie aujourd'hui, pour vivre, alors que je vais plus pouvoir payer en fait le commerçant, avoir mes produits, parce que lui il va pas l'accepter. Mais au final, ce que tu m'expliques, c'est que peut-être qu'il va se créer des réseaux souterrains où les gens, au fur et à mesure parce que la monnaie, l'inflation est beaucoup trop grande, parce qu'il y a trop de règles dessus, au fur et à mesure, en fait, il y a toute une économie souterraine qui va se créer où on va valoriser Bitcoin en dehors de leur réseau, en fait. Dans l'article, je citais Charlie Munger, qui est l'associé feu Charlie Munger, parce qu'il est décédé depuis, qui était l'associé de Warren Buffett chez Berkshire Hathaway, qui est une phrase que j'adore où il disait « Show me incentives and I will show you outcomes ». Donc, en français, montrez-moi les structures d'incitation et je vais vous montrer le résultat. Et c'est un peu ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. C'est que si vous créez, en fait, quand vous interdisez Bitcoin, quand vous créez de la répression financière, quand vous créez des contrôles de capitaux, quand vous limitez la propriété que les gens ont sur leurs avoirs financiers, vous mettez en valeur Bitcoin. Et donc, en fait, tu vois, moi, je peux expliquer Bitcoin autant que je veux toute la journée. Je pourrais pas accélérer l'adoption autant que l'État français en prenant des mesures pareilles. Notre meilleure équipe de commerciaux et de marketing, elle est à l'Élysée, hein. Elle est à la CPR, elle est à la Commission européenne, à Francfort, à la Banque de France, etc. Mais oui, parce que, en fait, dans un monde où les banquiers centraux, dans un monde où les États respectent les droits de propriété, où les banquiers centraux font pas n'importe quoi, etc., Bitcoin a une proposition de valeur qui est moins difficile à percevoir, qui est moins facile, à percevoir. Au Nigeria, en Iran ou en Chine, les gens, ils comprennent tout de suite. Vous n'avez pas besoin de leur expliquer. Et au fur et à mesure qu'on va se mettre à ressembler à ces pays-là, parce que notre surendettement va imposer des mesures de ce type-là, Bitcoin va être de plus en plus facilement compris par les gens, et parce qu'il sera de plus en plus facilement compris, même ton maraîcher, au bout d'un moment, il va accepter en fait d'installer un wallet Lightning et de te vendre quelques oranges contre des sats. Alors bien sûr, il va pas le déclarer, ce sera fait sous le manteau, et puis il va quand même avoir des clients, une part de son chiffre d'affaires qui va être payée avec la monnaie Banque Centrale Nationale, tout ça bien déclaré directement à Bercy et compagnie. Mais
vous pouvez pas mettre un flic derrière chaque personne, vous pouvez pas contrôler tout le monde. Et en fait, si le gars, il a le choix entre se retrouver à la rue avec sa famille et crever, mais être dans la loi, respecter la loi, ou faire survivre son business, faire survivre sa famille, quitte à faire un peu de blague par-ci par-là, je sais très bien ce qu'il va faire. Il suffit de regarder à quoi ressemble l'Italie, par exemple. En Italie, c'est vous allez dans le nord de l'Italie, pas trop, mais vous allez dans n'importe quelle ville en Italie au sud de Rome, les TPE, ils sont toujours en panne, hein. Parce que les gens ont bien compris que la capacité de l'État à lever l'impôt, à surveiller les transactions, etc., elle est assez faible. Et donc pareil, dans ces zones-là ou dans certains pays, quand vous payez en cash, vous payez un peu moins cher. Donc tu vois, quand je dis par exemple vous payez un peu moins cher, c'est-à-dire qu'il y a un premium. Pourquoi ? Parce que l'imposition peut être très importante et le cash est difficile à tracer, donc etc. Donc il y a une sorte de premium. Et parce que voilà, on sait très bien que les gens derrière vont pas le déclarer, et donc ils sont prêts à dire tiens, je te fais 5% moins cher parce que moi j'économise 30% d'impôt dessus. De la même manière, si Bitcoin peut vous permettre de préserver votre pouvoir d'achat dans un environnement inflationniste, mais que rien d'autre ne le permet correctement, quelque chose que vous pouvez garder directement, qu'on va pas vous saisir, avec lequel vous pouvez traverser une frontière, que vous pouvez envoyer à l'autre bout du monde, et il va acquérir un premium. Du fait de l'action humaine. Show me incentives and I will show you outcome. Donc c'est pour ça, s'il vous plaît, si quelqu'un à la Banque de France, à Bercy, au ministère de l'économie, à l'Élysée regarde cette vidéo, est-ce que vous pourriez interdire Bitcoin, mais très rapidement? Ça nous rendrait service. C'est exactement ce que je me disais. J'ai l'impression, qu'en t'écoutant, le plus grand danger qui menace l'adoption de Bitcoin en France et en Europe, en fait, ça serait vraiment une faible augmentation de la répression, mais vraiment bien structurée, où au final tu fais monter la température dans la casserole avec les grenouilles, je sais pas quoi, et en fait tu t'en rends pas compte, mais t'es en train de mourir. Et en fait c'est le pire scénario, quoi. S'il y a une accélération, ça serait mieux quand même. Ah, pas forcément, parce que je dis ça un peu en rigolant, ouais. Mais les accélérations se traduisent souvent en hyperinflation et elles ont des conséquences sociales qui sont horribles. Je ne souhaite pas que la France vive ce qu'a vécu le Venezuela ou ce qu'a vécu l'Argentine, même si on semble s'y diriger. Après, on part d'un stock de capital, d'un niveau de richesse qui est pas forcément le même, mais je pense qu'il vaut mieux devenir pauvre graduellement parce que déjà, les gens vont... Il y a quand même des gens qui vont s'en rendre compte et qui, du coup, auront plus de pouvoir d'achat disponible pour pouvoir upgrade leur système monétaire et passer sur Bitcoin. Parce que le problème, c'est que si vous partiez en hyperinflation tout de suite, que le système bancaire fait faillite, que plus personne n'a d'épargne, que les assurances vie valent plus rien, que plus personne n'a de retraite, qu'on peut plus payer les fonctionnaires, etc., pour stacker des sats, ça va être compliqué, quoi. Et le seul moyen qu'on aura pour le faire, c'est de vendre le pays à la découpe. Et donc, moi, je souhaite pas ça. J'aimerais bien qu'on puisse justement, en fait, faire dégonfler la bulle dans laquelle on se trouve aujourd'hui en France, un peu plus graduellement, justement en recyclant cette valeur financière via Bitcoin petit à petit. Et comme ça, les Français se paupériseront moins vite. Si vous écoutez nos vidéos, c'est sûrement parce que tout comme moi, vous avez eu un doute dans les affirmations des économistes et autres politiques qu'on retrouve sur les plateaux télé. Bitcoin vous semble être une proposition intéressante, mais vous avez du mal à avoir une vision complète de la chose, à vous projeter dans le futur et voir comment notre société pourrait être totalement métamorphosée avec une monnaie saine. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, des cerveaux brillants se sont posés les mêmes questions et y répondent dans des livres qui sont aujourd'hui traduits par la maison d'édition Consensus Network, qui est le sponsor de cette vidéo. Vous retrouverez sur leur boutique, par exemple, l'auteur qui m'a fait avoir mon obsession avec Bitcoin, Steph Dinamous, qui a réalisé la trilogie L'étalon Bitcoin, L'étalon Fiat et Principes économiques, vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Vous retrouverez aussi des auteurs français édités exclusivement par Consensus Network, comme 2 livres qui viennent tout juste de sortir, L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars et L'énergie de la face cachée de la monnaie de Pierre Noisa, pionnier sur Bitcoin. Si vous souhaitez vous offrir ces livres ou en offrir à votre famille, à votre oncle, à votre enfant, à votre sœur, à votre frère ou au président Macron pour qu'il puisse enfin s'orange peel et partager votre obsession et je sais de quoi je parle, nous avons un code promo pour vous qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Le lien est dans la description, allez-y. Donc là, on a vu en gros comment Bitcoin va devenir très alléchant dans ce contexte. Mais j'aimerais vraiment qu'on permette aux gens, parce que comme tu l'as dit, c'est vachement, c'est difficilement perceptible
et ça paraît toujours très loin, et pour les autres, et pour juste les Nigérians, ce genre de choses. Et je crois que c'est un peu notre plus grand danger, comme on l'a dit là, avec l'augmentation de la température dans la bouilloire. Tant que les gens n'ont pas vraiment des images en tête, n'ont pas compris que ça s'est déjà passé plein de fois, hein, quand même, là, en l'espace de 100 ans, des épisodes d'hyperinflation, de contrôle. Est-ce que, au vu de l'histoire, est-ce que tu peux peut-être essayer de nous décrire comment ça se passerait dans les faits, comment tes relations avec les institutions financières, les banques, les agences de crédit, et puis pour te contrôler, comment ça va se passer, comment ça va se matérialiser? Est-ce que tu as des exemples? Je peux spéculer un peu et on peut regarder en fait ce qui s'est passé dans le passé, avec des limites, parce que c'est vrai que le monde n'était pas forcément pareil, c'était pas les mêmes technologies, etc. Et on peut regarder ce qui se passe dans d'autres pays qui sont un peu plus avancés aussi dans cette maladie-là. Et effectivement, alors il y a une première chose à prendre en compte, c'est une étude de 2 économistes, Reinhardt et Rogoff, qui ont analysé plein de situations de pays dans le monde, dans l'histoire, etc. Et qui ont remarqué que, en fait, dès qu'on dépasse 90% de ratio de dette sur PIB, donc dette publique sur PIB, il n'y a pas de retour en arrière. Le seul exemple dans l'histoire, c'est forcément faillite, hyperinflation, personne n'en est jamais ressorti, à part le Japon. Okay. Que j'ai pris comme l'exemple de la répression financière avancée. Donc vous voyez, tout ça, ça se connecte, hein. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que mes 5 critères que je citais au début, donc ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être hyperinflation, style Venezuela, mais bon, eux, c'était pas vraiment un problème de surendettement. Mais prenons l'Argentine, par exemple. Surendettement en monnaie extérieure, etc., hyperinflation, 40 ans d'alternance de gouvernement, de bail-out, 5 monnaies, c'est le bordel. Du coup, votre population, elle stagne, vous vous paupérisez, etc., etc. Répression financière comme au Japon, à quoi ça ressemble en fait? En fait, la politisation du crédit fait que vous allez vous retrouver dans un monde, donc si j'extrapole ça à la France, où il sera plus important de montrer que l'utilisation que vous allez faire du crédit que vous demandez correspond à ce qu'on considère comme le bien social ou le bien commun aujourd'hui par rapport aux objectifs politiques fixés que de montrer que c'est rentable. Donc on sort de l'économie de marché. Okay. C'est plus la rentabilité de l'économie ou de l'activité économique qui devient le critère de base pour définir comment on alloue le capital, à qui on donne du crédit, etc. C'est est-ce que c'est écolo? Est-ce que c'est inclusif? Est-ce que, par exemple, ça nous permet de regagner de la souveraineté? C'est devenu un thème politique plus récemment, tu vois. Donc on entend de plus en plus parler, par exemple, d'industrie patriote, de circuits courts français, de choses comme ça. Donc moi, j'imagine très bien, par exemple, que dans 5 ans, si vous êtes entrepreneur et que vous allez auprès d'une banque qui va être très contrôlée par le pouvoir politique, à travers les régulateurs, etc., et que vous lui demandez, vous lui présentez 2 projets. Vous lui présentez un projet pour effectuer telle industrie, je sais pas, on pourrait prendre un exemple, hein, et vous allez montrer que vous faites intervenir que des acteurs français, que c'est écologique, que vous faites des circuits courts, que vous avez embauché Monsieur Jancovici pour montrer que vous avez une empreinte carbone très basse, etc., etc. Vous allez avoir votre crédit. Si vous faites exactement la même chose, mais sans toutes les conneries autour, qui servent juste à vous gagner une place au paradis, et que donc du coup vous le faites de manière plus rentable, plus économique, avec moins de gaspillage de ressources, moins de mecs pour mesurer l'empreinte carbone de tout ce bordel là, vous n'allez pas obtenir votre crédit. Et donc vous sortez de l'économie de marché. En fait, petit à petit, graduellement, on rentre un peu dans en faisant ça, on rentre un peu dans un roman d'Ayn Rand. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec le bureaucrate, le gars qui mesure le CO2, le type qui mesure l'inclusivité. Ces gens-là deviennent beaucoup plus importants que l'entrepreneur dans la société parce que c'est eux qui allouent les ressources et plus le marché, plus la productivité, plus la compétence de l'entrepreneur, plus la productivité du salarié ou du travailleur. Ce qui compte maintenant, c'est tu connais qui? C'est t'as quel label? Est-ce que t'es RSE? Est-ce que t'es ESG? Est-ce que t'es inclusif? Est-ce que tu respectes tel quota? Est-ce que ça devient ça devient très proche d'une économie soviétique. Et donc, je pense qu'on va s'enfoncer graduellement de plus en plus là-dedans.
Et c'est des petits signes, il suffit de regarder. Par exemple, je te citais tout à l'heure les primo-accédants. On a un relais démographique aujourd'hui où l'essentiel des gens qui votent sont des vieux, qui sont à la retraite, du coup, les incitations du politique demeurent encore à peu près aujourd'hui de s'adresser à ces gens-là, parce que c'est eux qui les mettent au pouvoir. Mais au fur et à mesure que ces gens-là vont décéder, et au fur et à mesure que les gens de notre génération ou plus vieux vont représenter la majorité de l'électorat et en plus vont récupérer par le voie d'héritage les actifs moins ce que l'État va se prendre au passage de cette génération-là, en gros, ils vont être les clients de la démocratie. C'est les gens qui vont faire la pluie et le beau temps, qui vont faire l'opinion, parce que c'est eux qui contrôlent les assets, c'est eux qui représentent le suffrage le plus important de la population, etc. Et vous allez voir très rapidement que le politique va se mettre à distribuer des droits à ces gens-là. Donc, on commence à le voir, par exemple, des conditions pour faciliter l'accès à la propriété immobilière pour les primo-accédants, qui sont essentiellement des jeunes, parce que, il y a une bulle immobilière, les boomers se sont gavés dessus, etc. Et le politicien, l'entrepreneur politique, il se rend bien compte qu'il peut gagner facilement des voix en disant aux jeunes qui sort avec son pauvre master d'études de genre là, de la Sorbonne, et qui se rend compte que pour avoir le moindre terrier à lapin à Paris, ça vaut 400 000 euros, et qu'il va s'endetter sur 14 générations pour espérer l'avoir, et que de toute façon le banquier va jamais lui donner un crédit. Et le politicien arrive sur son cheval blanc, et puis il dit au banquier, non mais c'est bon, donne-lui le crédit à 0%, et de toute façon c'est moi qui le back. Donc toi, tes fonds propres, ils sont pas à risque, c'est pas la banque qui va prendre la perte, qui rembourse pas, ce sera l'État qui va payer. Et c'est génial en plus pour le politicien, parce que ça rentre pas dans le décompte de la dette publique. C'est juste une signature, c'est juste une garantie, c'est juste une loi à faire passer. Donc d'une certaine manière, il a créé quelque part une prébande qu'il a donnée à quelqu'un qui va voter pour lui, sans même augmenter le déficit, sans augmenter l'endettement tel qu'il est mesuré, etc., etc. Et t'augmentes l'inflation quand même. Et bien sûr, t'augmentes l'inflation. Parce que t'as artificiellement donné de l'argent, du pouvoir d'achat, à quelqu'un qui va surenchérir encore sur une bulle immobilière. Donc tu la réenfles en faisant ça. Et le gars qui, effectivement, n'est pas primo-accédant pour X ou Y raison, ou qui est un peu trop vieux et qui rentre pas dans les critères, c'est complètement injuste pour lui. Et donc, c'est une société de la jalousie. C'est une société de l'envie. C'est une société qui est pas du tout méritocratique. Où, je sais pas, on va peut-être plus facilement vous accorder un prêt parce que vous êtes une femme, ou peut-être parce que vous vous identifiez comme une minorité quelconque. Vous allez peut-être... vous commencez à le voir déjà aujourd'hui. On prend juste le stationnement à Paris. Aujourd'hui, vous avez une voiture électrique, vous payez pas le stationnement. Vous avez une voiture thermique, vous payez le stationnement, qui en plus est horriblement cher. Je pense que pour les gens qui conduisent des voitures thermiques, ils trouvent ça injuste quelque part. Alors après, s'ils sont fanatiques du climat, peut-être pas. Mais si vous croyez pas trop à ces trucs-là, que vous avez compris que la climatologie c'est un scam pour vous prendre votre argent, et que vous voyez que le moindre propriétaire de Tesla, etc., il est subventionné jusqu'à la mort pour avoir un véhicule assez luxueux en plus, qui prend énormément de place, et qui en plus le gars il peut se garer n'importe où gratuitement. Et au bout d'un moment, vous avez du ressentiment vis-à-vis de ces gens-là. Et imaginez la même chose vis-à-vis de l'accès aux appartements, de l'accès à l'emploi. Parce que, aussi, petit point, l'accès à l'emploi, parce que, pareil, les entrepreneurs, les boîtes, etc., elles ont besoin du système bancaire et des marchés de capitaux pour se financer, donc pour créer des jobs, etc. Donc, pareil, elles vont passer sous les fourches codines d'analyse RSE, d'analyse d'inclusivité, d'analyse d'écologie, d'analyse de je sais pas quoi. Et donc, par exemple, elles vont avoir besoin de, je sais pas, recruter des minorités, mettre en place des programmes de considération de l'environnement, ou je sais pas quelle bêtise. Et donc, ça va donner, ça va créer des professionnels de ce monde-là. Ça va donner un accès plus facilité à de bons jobs ou de bons postes et de bons salaires dans des entreprises, à des gens qui produisent absolument aucune valeur, mais qui vont vous permettre d'obtenir l'accréditation RSE. Et donc, in fine, pour l'entreprise d'obtenir un crédit et donc de survivre. Et donc, pour un patron, pour un chef d'entreprise, une fois qu'on en est à ce niveau de politisation du crédit, il n'a pas le choix. Il est plus du tout en train de se dire, tiens, faut que je recrute le meilleur développeur, le meilleur commercial, machin, etc. Il se dit, putain, où est-ce que je vais trouver un Jean Covici qui va dire que c'est bon, je suis écolo? Où est-ce que je vais trouver une Nastasia Adjadji qui va dire que c'est bon, on n'est pas des fachos? Où est-ce que je vais trouver un prof de l'EHESS qui va dire que c'est bon, on ne perpétue pas de, je sais pas quelle connerie, de racisme systémique à travers notre entreprise, ce genre de choses-là. Et puis ça va passer aussi par les McKinsey de ce monde. Ça va passer par des cabinets d'audit réglementaires qui vont montrer que vous conformez bien à telle norme, telle réglementation, etc., etc. Donc en fait, c'est un peu plus de tout ce qu'on connaît déjà, l'inflation des normes,
la politisation, la sortie de la méritocratie, la sortie de l'économie de marché, la politisation de l'accès aux ressources, de l'accès à l'emploi, de l'accès au crédit. C'est une bureaucratisation de la société tous azimuts, dans lequel on rentre lorsqu'on rentre en répression financière. Ok. C'est vachement dur quand même, je trouve, à lier tous ces sujets ensemble, parce qu'on se dit, au début, c'est juste un problème de dépenses publiques, quasiment, qui sont trop élevées par rapport à ses revenus. Et au fur et à mesure, elle atteint un certain niveau qu'elle se retrouve dans une sorte de trappe à dette, où elle est obligée de faire un contrôle sur les courbes de taux, de capturer l'ensemble du marché financier. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai du mal à voir comment émerge, comme tu le dis dans l'article, ce que tu viens de me décrire, qui est l'entrepreneur politique, qui distribue des crédits que pour les choses qui lui permet d'être réélu. J'ai du mal à voir, genre, c'est quoi le pont, à un moment, qui se fait entre je capture le système financier pour me maintenir et je me mets à faire émerger des hommes politiques comme ça. Alors, c'est aussi des institutions et des personnes différentes qui font tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, l'homme politique, il se pose assez peu la question de la soutenabilité de la dette française. Hein. Je vous le donne en mille. Par contre, le gars qui est technocrate au Trésor ou à la Banque de France, il se la pose tous les matins. Et donc, il y a des gens qui ont une certaine technicité, qui travaillent à la Cour des comptes, qui travaillent au Trésor, qui travaillent aussi dans le privé, des économistes, dans les banques, etc., qui se posent ces questions, qui font du lobbying, qui inventent des mesures, qui font pression sur des députés pour faire passer des lois, etc. Donc ça, c'est vraiment plus, on va dire, la technostructure, où les gens vont, en fait, créer les mécanismes qui vont permettre d'installer la répression financière. Mais les gars qui font passer les lois, c'est les députés. Et les gars qui les proposent, en gros, c'est l'exécutif. Donc, c'est des types qui ont besoin d'être élus. Et donc, le rythme auquel ça va se faire, vous voyez, il y en a un qui a servi à l'autre. C'est-à-dire que, d'abord, il y a une demande, d'accord ? Donc, il y a une demande politique, il y a des gens qui veulent plus d'inclusivité, plus d'égalité, moins de carbone, des poneys roses pour tout le monde, ce que vous voulez. Là, il y a une offre politique qui rencontre cette demande. Il y a des politiciens qui commencent à promettre ces trucs-là. Et ensuite, il y a la technostructure qui les rappelle à la réalité, qui leur dit « Mais les gars, on est fauchés. » Donc, si vous voulez trouver le fric quelque part, il va falloir commencer à faire tous ces ajustements dont je viens de parler. Et en fait, ça se fait petit à petit. Et il n'y a pas du tout de schéma global qui se forme. En fait, c'est la réponse dans une dynamique d'incitation de chacun de ces agents à leurs incitations propres qui nous amènent à ça. C'est-à-dire que le politique, il est là, bon, moi je suis élu pour 4 ans, 5 ans, faut que je me fasse réélire, donc allez, on arrose tout le monde de fric. Vous voulez des poneys roses, on va vous donner des poneys roses. Si ensuite vous avez le gars qui est au Trésor, qui est machin, qui doit résoudre un problème, on lui dit il faut trouver 100 milliards, machin, mais il y a pas. On peut pas augmenter plus les impôts, on peut pas emprunter plus, on va se faire taper dessus par l'Allemagne, etc. Donc le gars, il comprend comment fonctionne le système, il vient avec une idée, il dit ben on peut juste tordre le bras de Monsieur Mignon ou du PDG d'une grande banque française, ou on peut faire passer une loi qui dit que en fait le business de la banque c'est super dangereux, donc ils vont devoir détenir 50% de leur bilan sous forme de dette française. Et comme ça, du coup, mécaniquement, les taux, ils vont passer de 3 à 1,5. Hop, c'est bon, je vous ai trouvé 100 milliards dans le budget, parce que j'ai fait diminuer le coût de la dette ou j'ai augmenté notre capacité à pouvoir emprunter. Et du coup, le politicien, il a de nouveau cet argent, et puis hop, il va être élu, et puis il va distribuer des poneys roses, et puis du coup, il y a un mec jaloux qui dit, ah, mais moi, je peux être poney rose, du coup, il me faut un poney vert. Et donc maintenant, il faut trouver un budget pour les poneys verts, et du coup, là, on a déjà fait ce coup-là une fois, et donc, ça va pas marcher, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ah tiens, on va dire, maintenant, les assureurs, regardez, il y a plein d'épargne dans l'assurance vie. Donc en fait, on va dire aux assureurs, pareil, ce serait dangereux votre business, donc vous allez acheter un peu de dette française, etc. Et là, et puis du coup, l'inflation commence à augmenter, parce qu'on a imprimé plein de fric pour filer des poneys verts et des poneys roses, etc. Et donc du coup, là, les gens, ils commencent à se rendre compte, en fait, qu'ils deviennent pauvres. Et du coup, ils commencent à prendre leur fric, ils appellent leur banquier, ils disent, du coup, j'aimerais bien sortir mon argent de mon assurance vie et de mon livret A, et puis je vais acheter des actions Tesla et de la dette américaine, et puis comment on fait ça? Puis le banquier, là, à ce moment-là, il exécute. Et puis au bout d'un moment, il y a un rapport qui tombe sur le bureau du ministre de l'économie et qui dit, aïe, il y a un problème, on a une balance des paiements, c'est-à-dire, en gros, la mesure de combien de fric qui rentre par rapport à combien de fric qui sortent chaque année, qui est complètement déficitaire, et donc, ça creuse encore plus nos déficits commerciaux, machin, etc. Faut faire un truc. Et donc là, les gars de la technostructure, tu vois, ils végètent, ils réfléchissent, et ils se disent, on va les pénaliser. Donc, vous voulez sortir l'argent de votre assurance vie,
Bien sûr, on va vous imposer. Vous voulez envoyer de l'argent dans une zone neutre économique, on va vous imposer. Ou alors, on va vous faire payer des frais. Ou alors, on va enlever la licence à la banque si jamais elle ne vous demande pas de fournir 250 pages de documents sur l'origine des fonds, sur machin, etc. Comme ça, vous êtes sûr que personne ne va jamais au bout de la procédure. Ou alors, on va dire... si vous investissez, si vous sortez de l'argent de votre PEA, vous n'aurez plus les exonérations fiscales dont on parle, ou vous allez perdre des points sur votre retraite. J'en sais rien en fait. Les mecs ont une créativité pour inventer ces conneries-là que moi je n'aurais jamais. Mais tu vois, il y a pas une sorte de mastermind qui a pensé à tout ça. En fait, c'est le ricochet de la bêtise des incitations dans le système qui nous conduit à ça. Je reviens toujours à Munger. Show me incentives, I will show you outcome. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que si on avance dans la répression financière, si les Japonais sont encore plus avancés que nous, et si on va se transformer de plus en plus en une économie qui ressemble à celle du Japon, voire pire, c'est parce que les incitations en présence dans le système nous mènent à ça, quasiment en conséquence logique. Et en fait, ça peut paraître assez prétentieux comme prédiction, ou assez péremptoire, ou etc., mais ça marche pas mal. C'est-à-dire que quand on regarde les différents scénarios qu'on a étudiés ensemble là, que ce soit les hyperinflations, que ce soit la répression financière, que ce soit l'austérité, comment les gens se comportent, qu'est-ce qui se passe avec les taux, l'inflation, l'investissement, la dépense, etc., etc. L'économie revient beaucoup quand même à ça, quoi. Ça revient beaucoup à on comprend les relations qu'il y a entre tous ces phénomènes. Ok, super. Maintenant, si le politique il bloque un truc là, on regarde les effets de proche en proche de cause à effet, et on se rend compte que, tiens, la merde, elle va sortir ici. Et donc, on sait qu'après, il va appuyer ici, puis hop, ça va sortir ici. C'est tout. Hein. Ça me fait vraiment penser à ce mème qu'un mec que je suis sort souvent, James Lindsay, qui est, où en fait, tu vois, je le montrerai à l'écran, tu vois une sorte de serpent qui se mord la queue. Ouais, l'Ouroboros. Ouais. Et ça dit en mode voilà, communistes créent des problèmes, ils vont pointer du doigt un acteur externe qui est responsable, ça va être je sais pas le pollueur, le blanc fasciste, ce genre de choses, et ensuite ils te proposent la solution communiste, et puis comme ça tu fais avancer l'agenda socialo-communiste, où en gros tu prends plus en plus de place dans l'économie, et en fait, c'est tout le temps ça. Et j'ai l'impression que ça sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Mais c'est le sort de toutes les démocraties, en fait, doivent finir à cause de ce truc que tu crées, où tu as de l'entrepreneur politique, en fait, qui est juste là pour aller chercher des voix et prendre ce que certains produisent pour le donner à d'autres. L'interventionnisme politique, c'est comme la cocaïne. Hein. C'est le seul produit dont l'offre crée sa propre demande. À partir du moment où vous commencez à intervenir, vous garantissez qu'il y a des gens qui vont demander que vous interveniez plus. Parce que finalement, l'intervention, c'est quoi ? C'est prendre Apple pour donner à Jacques. Donc une fois que vous avez pris Apple pour donner à Jacques, il y a Émile qui vient gueuler. Et c'est la nature humaine, quoi. Et ce que tu décrivais avant, d'ailleurs, par rapport à ce mime, c'est même pas que les communistes, d'ailleurs. Je sais pas si tu connais René Girard. C'est un intellectuel français qui a une thèse que je trouve assez géniale. Où en fait, je vais être très schématique, ça va pas lui rendre justice, mais en fait, il a une thèse sur le fait que les sociétés humaines élisent des boucs émissaires systématiquement parce que ça permet de purger les tensions. Donc, il y a des tensions sociales pour des raisons, des phénomènes sociaux, des guerres, des famines, tout ce que vous voulez, trop d'endettement, une paupérisation, peu importe. Donc, il y a des tensions dans la société. En fait, le bouc émissaire est une figure qui existe toujours dans l'histoire humaine. Donc, c'est la faute des immigrés, c'est la faute des juifs, c'est la faute de qui vous voulez. Hein. C'est la faute des bitcoiners, etc. Et en général, on va les massacrer, on va faire une purge, on va se lâcher contre eux. Et en fait, ça a une fonction sociale, ça apaise tout le monde. Et c'est pas vrai, tout le monde sait que tout le monde sait que c'est pas de la faute du bouc émissaire en général, mais ça répond à une certaine fonction sociale. Le premier bouc émissaire de l'histoire du canon historique occidental étant Jésus, quoi. Et en fait, ça fait du bien. C'est tout. Et ça permet de purger les tensions, etc. Et en général, il y a des biens à saisir une fois qu'on les a massacrés, donc ça règle les problèmes financiers aussi, d'une certaine manière. Et c'est pas anodin. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on a de plus en plus de désignations de boucs émissaires, justement parce qu'on est de plus en plus dans cette paupérisation qu'a causé l'interventionnisme, l'interventionnisme sans fin, quoi.
Non, c'était intéressant. En tout cas, ouais, la conclusion, c'est juste acheter du Bitcoin avant que le premium il soit trop élevé. Non, la conclusion, elle est même plus importante que ça. Et la conclusion de l'article, c'était les cryptos ne résisteront pas à un environnement de répression financière avancé. Ok. Les bitcoins que vous avez auprès d'une institution qui en fait la custodie pour vous seront saisis, seront réprimés en répression financière. On va vous en empêcher l'accès, on va vous les taxer, on va vous obliger à les déclarer, on va vous empêcher d'avoir un unhosted wallet. Tu vois, par exemple, ces lois qui passent en Union européenne, les discours qu'on a aujourd'hui sur l'interdiction de la détention en propre, etc., etc., ça participe de ce contrôle des capitaux que nécessite l'état de répression financière dans lequel on est. Et Parce que le capital trouve une porte de sortie. Aujourd'hui, le pire là-dedans, c'est cette mouvance de la taxe sur les bénéfices non... Bien sûr. Sur les unrealized gains, les bénéfices non réalisés. Qui est vraiment là où on approche le maximum. Je suis pas trop encore rentré là-dedans parce que je vois même pas comment on peut faire en pratique. Mais c'est vrai que le fait qu'on en parle déjà, c'est assez dingue. Et c'est assez révélateur. Et donc, le deuxième, donc le point vraiment important, c'est que c'est Bitcoin en self-custody. En gros, qui va commander un premium dans un environnement de répression financière. Et je pense que c'est déjà le cas, en fait. Et notamment parce que, ce qui a de la valeur, là, dans ce que j'ai décrit, c'est votre capacité, sans intermédiaire, sans risque de censure, à pouvoir déplacer vous-même directement de la valeur. Et à la vérifier. Et donc, faut savoir utiliser soi-même les outils pour ça. Et donc, il faut acheter ses sats chez Bull Bitcoin, en self-custody. Et pas être un gros cux qui laisse ses sats sur un exchange. Je suis bien d'accord. Et là, c'est la note de fin. Et là, tu l'as eu. Bien joué. Merci, c'était super intéressant et puis on en refera d'autres à l'occasion. Merci à toi pour l'invite, hein. Comme d'hab, c'est très cool de discuter avec vous. Super. Merci, à la prochaine. À la prochaine.